Éric Branca va maintenant intervenir sur le thème, un thème précis qui a illustré ce qui a été dit auparavant. Éric Branca, qui est journaliste écrivain et qui va intervenir sur le thème la comédie du pouvoir autour de la question de la souveraineté. La comédie du pouvoir autour de la question de la souveraineté, sachant qu'Éric Branca est un observateur très fin de la vie politique française. Merci Henri, merci chers amis. Il y a un grand avantage à parler en dernier, c'est que beaucoup de choses qu'on voulait dire ont été dites. Donc ça me permettra de me conformer aux directives de précédentes. Le grand désavantage, c'est qu'il faut être aussi brillant que ceux qui vous ont précédés. Alors là, c'est beaucoup plus dur. Donc, pensez autrement. Pour libérer la France, eh ben, la souveraineté, c'est-à-dire la liberté de la France, elle est évidemment au cœur du sujet. La France, on l'a dit ce matin, est enfermée dans ce que je pourrais appeler une prison à 3 étages ou à triple muraille, comme on voudra. Des murs invisibles d'abord, qui sont ceux du conformisme ambiant, qui voudraient que les Français aient honte de la France, honte de leur histoire. On l'a assez largement abordé ce matin. Des murs bien visibles, des murs bien visibles qu'on vient d'aborder tout de suite, qui sont ceux des lois qui pénalisent, voire criminalisent certaines opinions. Et puis un troisième mur, et c'est de celui-là dont je voudrais parler, qui a été construit par notre faiblesse au fil des traités européens que nous avons signés et qui mettent le peuple français à la merci d'instances non élues. Pour résumer, les institutions européennes. Et c'est vraiment cet aspect-là sur lequel je voudrais insister. Alors vous pourriez me dire tout de suite, et vous me direz sûrement, mais nos partenaires, les Britanniques, les Allemands, ont signé les mêmes traités, ils sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes obligations. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. L'Angleterre, d'abord, on l'a rappelé ce matin, je ne sais plus qui l'a rappelé, n'est pas dans Maastricht, elle n'est pas dans la Charte sociale européenne, et puis elle a une tradition que nous n'avons pas, qui remonte au XIIIe siècle, qui remonte à 1215, et à la Grande Charte, Magna Carta, et qui dit que le Parlement britannique est souverain et peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Maintenant, c'est plus vrai, le déclare. L'Allemagne, elle a autre chose, elle a une institution dont on parle extrêmement peu, et on a tort, qui est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle juge certes de la constitutionnalité, comme son nom l'indique, des textes, des lois, des traités, mais elle juge aussi de la capacité d'un texte à dessaisir ou non le peuple allemand de sa souveraineté. Et on l'a vu récemment avec la dette grecque, où la Cour de Karlsruhe a déclaré que tout mécanisme obligatoire, automatique, qui dessaisirait le peuple allemand de sa capacité, enfin le Parlement allemand, de sa capacité à maîtriser son budget, était anticonstitutionnel et donc ne s'appliquerait pas. Bon. Notre Conseil constitutionnel, c'est pas du tout ça. Notre Conseil constitutionnel, il a été créé en 1958 pour juger, comme son nom l'indique, de la conformité à la Constitution, et puis ensuite la réforme Giscard de 1974 a élargi sa saisine aux parlementaires. Depuis la réforme de 2008, c'est devenu une sorte de Cour suprême à l'américaine qui traite de tout et de rien, mais qui, lorsque les grandes questions sont posées, s'abstient d'apporter une solution. Et même pire, quand on lui soumet un traité européen, elle juge que ce traité est anticonstitutionnel, et puis on s'arrête là, et on réforme la Constitution, et il devient ipso facto constitutionnel. Donc, tout ça est un peu faible pour nous défendre. Et puis, il y a eu le traité de Lisbonne, que nous devons à Nicolas Sarkozy, et qui, lui, a accepté la mise sous boisseau de l'autorité constitutionnelle française. Et c'est un fait assez unique dans l'histoire juridique récente et dans l'histoire de France, puisqu'il aliène
pour l'avenir, la liberté des générations futures. Donc, on peut dire que la France, par rapport à ses voisins, est dans une situation très particulière. Nous ne sommes pas protégés par nos institutions des empiétements que peuvent faire subir les traités européens. Or, la souveraineté, ce n'est pas seulement une affaire de philosophes et de juristes, ou de philosophes du droit, c'est une affaire extrêmement concrète. Frontières, immigration, peuplement, défense nationale, budget, fiscalité, politique familiale, et j'en passe. Sur tous ces sujets, les Français ont été progressivement dessaisis de leur souveraineté au profit, comme je le disais, d'instances non élues de type technocratique. Et sur d'autres sujets, alors là je sors du mien, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer, et on l'a un peu évoqué ce matin, comme la peine de mort, le mariage pour tous, quelques grands dossiers de société, c'est les élus du peuple qui dessaisissent le peuple de sa capacité à trancher, puisqu'on leur confisque la parole, on ne leur propose pas de trancher directement. Donc c'est un peu un autre sujet, mais c'est en même temps au cœur du sujet, c'est-à-dire de cette comédie qui se joue autour de la souveraineté, parce que les gens qui, à droite comme à gauche, et ça c'est unanimement partagé, n'ont à la bouche que les mots de république et les mots de démocratie dessaisissent le peuple du premier de ses droits, qui est celui de s'exprimer. Et il est clair que donc l'instrument suprême de ce dessaisissement, c'est la construction européenne, en tout cas la conception de la construction européenne qui prime depuis le traité de Maastricht. Alors je ne veux pas faire d'histoire constitutionnelle, faire d'histoire juridique, mais enfin, vous savez que depuis 1957, il y a en gros deux conceptions de la construction européenne, celle qui a prévalu en gros sous De Gaulle et Pompidou, qui était une conception confédérale, fondée sur le vote à l'unanimité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait avoir des avancées dans certains domaines que si tout le monde était d'accord. Et puis la deuxième conception qui commence à prendre corps à partir de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 et qui s'impose avec Maastricht en 1992 sous François Mitterrand, qui est une conception fédérale, c'est-à-dire que c'est le vote à la majorité qui prime. C'est-à-dire qu'un État, et un État comme la France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, peuvent être mis en minorité par une coalition de ses voisins. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire politique et c'est ce que nous avons accepté avec Maastricht. Et puis Lisbonne, dont je parlais tout à l'heure, où là les choses sont poussées à un degré paroxystique, puisque avec le traité de Lisbonne, on a assisté à ce que je n'hésiterai pas à appeler une forfaiture, c'est-à-dire qu'on a demandé aux élus du peuple de contredire ce que le peuple lui-même avait dit 4 ans auparavant, c'est-à-dire en 2005. Vous vous souvenez qu'en 1962, le général de Gaulle avait été taxé forfaiture par Gaston Monnerville parce qu'il avait utilisé l'article 11 au lieu de l'article 89 pour décider, pour saisir le peuple de l'élection du président de la République au suffrage universel. Bon, c'était formellement, je pense que Monnerville avait raison, sur le fond il avait tort. Mais ce qui s'est passé en 2009 est bien pire, parce qu'on a choisi les représentants du peuple pour contredire le peuple lui-même. Et ça, c'est tout de même assez nouveau dans l'histoire de France. Et le scandale des scandales, ça n'est même pas ça. C'est que personne, mais personne, en dehors de Philippe de Villiers et de ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est-à-dire finalement, pas les gens qui ont la parole d'une manière habituelle, n'est-ce pas, personne ne l'a dénoncé. C'est que personne n'a vu qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que personne ne voit qu'il y a un problème. Et voilà ce que j'appelle la comédie de la souveraineté. Des élus du peuple qui ont été prévenus, dûment prévenus de la tournure des événements, qui ont signé ces textes, ou alors s'ils ne les ont pas signés, c'est très grave, s'ils ne les ont pas eu avant de les signer, c'est très grave, ont fait comme s'ils n'avaient rien lu, rien entendu. Et dans le genre, je dois dire que Nicolas Sarkozy est le maître
absolue de cette comédie, puisqu'il fait voter le traité de Lisbonne, qui donc communautarise le traité de Schengen, sur lequel je vais revenir. Et pour se faire élire en 2012, et si possible en 2017, il nous explique qu'il faut revenir sur Schengen, alors qu'il l'a inscrit dans les traités. Si ça ne s'appelle pas de la comédie, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Donc, je voudrais revenir quelques minutes sur ce qu'est vraiment le traité de Schengen, parce que aujourd'hui, avec la crise des migrants, avec ce qui s'est passé outre-Rhin il y a quelques semaines, à Cologne, on reparle beaucoup de Schengen, on dit « Ah, Schengen, ça a été une erreur, etc. » Mais on s'abstient de s'interroger sur ce mécanisme et sur ce qui est vraiment. Pour beaucoup de gens, Schengen, c'est l'abolition des frontières et le fait qu'on peut passer librement d'un pays à un autre, et quand il y a un problème, bon, on rétablit les frontières. C'est pas si simple que ça. Schengen, ce n'est pas seulement l'abolition des frontières intérieures, c'est le report à l'extérieur des frontières de l'Union européenne des contrôles qui s'exerçaient à l'intérieur. C'est-à-dire que l'on va donner le pouvoir à nos voisins les plus excentrés. Vous me suivez? C'est-à-dire ceux qui ont le plus d'intérêt à envoyer chez nous des gens dont ils ne veulent pas, le pouvoir de dire qui a le droit ou n'a pas le droit de rentrer chez nous. Bon. C'est une véritable machine infernale. Or, les populations qui rentrent par la grâce des Roumains, par la grâce des Polonais, par la grâce des Grecs, ils vont pas, ou des Italiens ou des Espagnols, ne vont pas stationner dans ces pays. Ils vont venir où? Ils vont venir là où les pompes aspirantes sociales sont les plus attrayantes, les plus fortes, et puis là où il y a du travail, en Grande-Bretagne, vous avez compris que les pompes aspirantes c'était en France, et le travail c'est en Angleterre. D'où Calais. C'est ça, Schengen. Donc c'est véritablement une machine infernale qui fait qu'un pays comme le nôtre, qui se trouve être au cap de l'Europe, cap occidental de l'Europe, n'a plus que la souveraineté sur ses frontières maritimes. Les contrôles qu'elle exerçait autrefois sur ses frontières terrestres sont confiés à ses voisins. Donc c'est véritablement une machine infernale, et cette machine infernale, c'est à Nicolas Sarkozy que nous la devons. Il faut quelquefois mettre des noms sur les problèmes. Comme beaucoup de gens ici connaissent le Club de l'Horloge, beaucoup doivent connaître quelqu'un qui s'appelle Georges Berthoud, et qui a écrit en 1998 un livre absolument prémonitoire sur ce qui allait se produire et sur ce qui se produit, qui s'appelait Le piège d'Amsterdam. Amsterdam, c'est le traité de 1998 qui communautarise Schengen et qui va servir de base à l'écriture, à l'élaboration du traité de Lisbonne. Et il explique exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, à la fois, un État, le nôtre, qui est au bout de l'Europe, qui se trouve à la destination privilégiée de tout ce qui arrive en Europe, qui va se trouver dessaisi du contrôle de ses frontières, auquel les institutions européennes vont expliquer combien de migrants il doit recevoir, dans quelle proportion, où il doit les mettre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et puis surtout un État qui doit demander l'autorisation à ses partenaires, c'est-à-dire à la Commission, de rétablir, éventuellement, s'il le décide, ses contrôles aux frontières. On ne le dit pas assez. Mais depuis les attentats, alors ça a commencé avant les attentats, puisque quand nous avons organisé le contrôle sur le climat, François Hollande a demandé que les contrôles soient rétablis momentanément. Puis ensuite, il y a eu les attentats du 13 novembre, et on les a effectivement rétablis. Enfin, rétablis sans qu'il n'y ait plus de contrôle fixe. Hein. C'est très facile de démanteler des contrôles frontaliers, c'est beaucoup plus difficile de les rétablir. Mais en tout cas, ce qu'on ne sait pas, et ce que personne n'a dit, c'est que François Hollande a dû demander à la Commission européenne le droit de le faire. Alors bien sûr, on lui a donné ce droit, mais dès lors que vous demandez un droit, c'est que vous ne l'avez plus. Et ça, personne ne le sait. Donc c'est vraiment bien une comédie. Alors j'insiste sur cette affaire de Schengen parce que je crois qu'elle est au cœur du sujet, au cœur de la souveraineté, qui passe par le contrôle des frontières, et que ce problème qui prend une ampleur majeure avec l'épisode terroriste que nous traversons est un exemple absolument formidable.
Alors, dans ce contexte, mais il ne faut pas que la classe politique s'étonne qu'on ne lui fasse plus confiance. Il ne faut pas que la classe politique s'effraie de voir monter des partis qui dénoncent cela. Nous sommes vraiment là au cœur de la forfaiture démocratique que nous sommes en train de subir. Et je crois que les Français commencent à comprendre qu'ils doivent être plus attentifs à leur signature, qu'ils ne doivent plus signer des contrats en blanc à des gens qui promettent des choses et qui font l'inverse. Je crois que nous sommes vraiment arrivés au bout de cette logique, et c'est ça en 2 mots que je voulais vous dire aujourd'hui. Parfait.